Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qu'on va focaliser aujourd'hui sur un sujet très important, c'est le parcours client e-commerce. On est dans une période assez phare de la vente en ligne avec toutes les, je dirais la période de vente de fin d'année et avec les différents événements qui vont arriver dans les prochains jours. Et donc, on va pouvoir regarder en détail un petit peu ce sujet-là qui est assez épineux, qui est assez important pour les sites marchands. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire. Je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Smail Makik. À la base, moi, j'ai un gros parcours dans le domaine du e-commerce. J'ai travaillé chez pas mal d'annonceurs en tant que traffic manager, puis responsable web marketing et directeur e-marketing. Donc, essentiellement dans la stratégie e-commerce de développement des ventes en ligne à travers les différents canaux d'acquisition de trafic. Et donc, je travaille avec Trustpilot depuis maintenant bientôt 5 ans sur le marketing sur le marché français. Et donc, je les accompagne justement sur la problématique des e-marchands. Je vais passer la parole à Brahim qui va également se présenter à son tour et puis après Michael finira sa présentation. Merci Smaïn. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Brahim Bellal, donc je suis actuellement à Copenhague, je travaille pour Trustpilot de pratiquement maintenant 8 ans. Donc pour la petite histoire, on était à l'époque une quinzaine, maintenant un peu plus de 700. Donc moi aussi j'ai un parcours bien orienté aussi digital, ça va faire à peu près 11 ans que maintenant je suis dans le domaine digital. Auparavant je travaillais pour une entreprise qui travaillait dans le media monitoring, donc de l'analyse grosso modo des réputations sur différents supports médias online et puis aussi du offline. Et donc voilà, donc maintenant je suis avec Trustpilot et plus spécifiquement donc sur la vie marchand. Donc voilà, je vais laisser maintenant Mike se présenter également. Oui, merci monsieur. Bonjour à tous. Donc moi Michael Wittwer, je fais partie des associés de Campen et avec une grosse expertise sur la partie publicité Google, publicité Facebook depuis maintenant 4-5 ans au sein d'une agence auparavant et donc maintenant au sein de Campen que je vais vous présenter rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Campen, pour ceux qui ne nous connaissent pas, déjà en général on le prend pas mal parce que on est assez jeune sur le marché. Ça fait 1 an maintenant qu'on commercialise notre solution. C'est une solution qui vous permet d'optimiser la performance de vos campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram et Google. Donc c'est vraiment toute une interface, un logiciel SaaS qui va remplacer l'interface du Business Manager de Facebook pour vous permettre d'être plus efficace et de gagner en productivité. C'est un petit screenshot qui vous permet de voir un petit peu notamment l'aspect dashboard qui fait partie aujourd'hui l'une de nos forces, pardon. On est aujourd'hui la seule technologie, si on passe juste sur la slide suivante, merci Smaïl, on est la seule technologie française à être certifiée par Facebook. On fait partie du programme Facebook Marketing Partner et on est également Google Partner. Donc c'est 2 badges qui certifient aujourd'hui la valeur ajoutée de notre technologie et qui justement valident le fait qu'on apporte un gain de performance, un gain de productivité à nos clients dans la gestion quotidienne des campagnes. Et justement, en ce qui concerne nos clients, donc je vous le disais en introduction, c'est un petit peu plus d'1 an qu'on commercialise. On a aujourd'hui une bonne soixantaine de clients dans tout secteur d'activité. Ça va de la start-up qui cherche à faire de l'acquisition et à contrôler un petit peu sa croissance, jusqu'à des grands groupes qui cherchent à rationaliser vraiment leurs investissements. Donc on a tout secteur, ça va du média comme France Télévisions, Le Monde, et beaucoup de e-commerce, d'où ma présence aujourd'hui. Et la collaboration avec Trustpilot, parce qu'on a aujourd'hui, on n'en a pas parlé plus spécifiquement, mais une intégration native entre Trustpilot et Campen qui nous permet notamment de réutiliser tous les avis clients dans vos campagnes publicitaires. On aura l'occasion d'en rediscuter dans les prochaines minutes. Merci Michael. Alors moi je vais vous donner quelques informations sur Trustpilot pour ceux qui connaissent pas aussi encore. Et pour faire simple, pour la petite histoire en fait, grosso modo, Peter qui est le CEO donc de Trustpilot avait un petit challenge donc à l'époque, donc c'est en 2007. Ses parents commencent à acheter en ligne et donc ont des difficultés à trouver un site de confiance tout simplement parce que c'est vrai que ceux qui sont dans le domaine digital, c'est facile effectivement de naviguer un peu de ça, mais la majorité des gens effectivement quand ils vont en ligne, ils veulent essayer de trouver un site de confiance. Donc il s'est dit je vais ouvrir une plateforme publique où justement on va noter les différents sites marchands sur le Danemark. Donc c'est comme ça que ça s'est lancé. Il y a eu un grand engouement, on va dire, sur le marché. Donc ils ont développé tout ça. L'idée de la base, c'était
pour les entreprises de se rapprocher au maximum de leurs clients, effectivement, parce que bon, l'intérêt c'est quoi? C'est de comprendre exactement comment ils naviguent, quelles sont les informations dont ils ont besoin, et bien entendu instaurer une certaine confiance, parce que ça, c'est, va dire, c'est la monnaie la plus importante maintenant pour le site marchand lambda en France ou à l'international. Et après, bien entendu, ils ont voulu justement prendre le contrôle de leur réputation, manager tout ça pour optimiser les conversions. Et ça, ce sera à différents niveaux, que ce soit dans les recherches naturelles, que ce soit au niveau payant et bien entendu sur leur site. Donc ça, c'est un truc qu'on verra ultérieurement. Pour vous donner d'autres chiffres maintenant sur Trustpilot, ben, ça représente à peu près 2 milliards donc d'avis clients donc vus chaque mois. Donc c'est quand même déjà un volume assez important. On a un peu plus de 30 millions de visiteurs uniques par mois maintenant sur la plateforme. Et par contre, au niveau du type, on va dire, de partenaire, c'est assez éclectique. Donc c'est pas uniquement du pur e-commerce. Ça peut être aussi des sites justement qui sont dans le domaine du service, certains qui vont collecter aussi du lead, d'autres qui sont justement totalement offline mais avec une visibilité avec un site vitrine, etc. Donc ça reste quand même assez large au niveau donc des possibilités de collecte d'avis pour les différents business models. Donc si vous avez des questions justement par rapport à votre business model, n'hésitez pas à mettre la question sur le chat et Smaïl, Mike ou moi-même, on pourra y répondre pendant le webinaire. Alors là maintenant, on va voir différents points. Donc tout d'abord, une petite introduction que Smaïl va vous faire. On va voir les différentes sources de trafic, donc avec Mike et moi-même, une partie sur les landing pages que je vais aussi analyser, et après Smaïl va reprendre sur le parcours client et la réassurance, et à la fin, on vous laissera un peu le temps de nous poser des questions. Donc là, je vais passer la main maintenant à Smaïl et il va commencer avec quelques chiffres sur les avis. Merci beaucoup, Brahim. Et effectivement, comme l'a dit Brahim, n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant les slides parce que c'est vrai qu'on a souvent parfois des questions qui nous viennent en tête et qu'on oublie au fur et à mesure du temps. Donc moi, je reviendrai progressivement pendant les différentes parties du webinaire sur les questions qui ont été posées et je les poserai à tour de rôle, soit Mike, soit Brahim ou moi-même, si, selon la pertinence de la question. Donc moi, je voulais quand même faire une introduction pour qu'on soit tous finalement sur la même longueur d'onde, je dirais, sur la partie, sur le sujet qu'on traite aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on décortique un petit peu les périodes de vente de fin d'année, donc on est vraiment dans une haute saisonnalité de vente pour le e-commerce. Il y a certains sites marchands qui vont réaliser parfois 60% à 70% de leur chiffre d'affaires uniquement sur cette période de 2-3 mois de fin d'année. Donc on a 3 dates phares aujourd'hui. On a donc le Black Friday. Alors ce qui est assez drôle sur le Black Friday, c'est qu'il y a l'espace de 4-5 ans, ça n'existait vraiment pas du tout sur le marché français, donc ça nous vient des États-Unis, hein. Mais c'est aujourd'hui un rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer en termes de vente en ligne, puisque c'est la journée sur laquelle effectivement les sites marchands vont vraiment travailler sur de la remise forte en vue de Noël. Donc il y a le Black Friday et le Cyber Monday, ce qu'on appelle aujourd'hui communément sur le marché français le Cyber Weekend. Donc du vendredi 23 novembre au lundi 26 novembre, tous les sites marchands vont mettre en place des promotions avec des remises agressives, etc. On a également une autre date qui est assez clé, c'est le 22 décembre, ce qu'on appelle le Super Samedi, où toutes les personnes qui n'ont pas fait, je dirais, leurs achats en amont vont faire de l'achat last minute. C'est là où, notamment, on voit dans les magasins, je dirais, un petit peu l'anarchie avec des produits qui ne sont plus du tout en stock parce que effectivement, il y a une grosse affluence dans les différents magasins physiques. Donc, c'est aussi une date clé. Et puis après, effectivement, le jour des déballages de cadeaux, le 25 décembre. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que on voit à travers cette slide-là que il y a de nombreux événements qui s'ajoutent, qui se créent, qui s'importent finalement, qui s'imposent sur le marché français. Donc avec le Black Friday qui n'était pas du tout un rendez-vous il y a quelques années. Moi, quand je travaillais dans le e-commerce, on ne travaillait pas, il y a 7-8 ans, on ne travaillait pas du tout cette date-là. Mais depuis peu, et notamment avec l'hégémonie d'Amazon sur le marché français, ça s'est vraiment démocratisé et ça s'est imposé comme un modèle à part entière. Et on voit de plus en plus de nouvelles dates qui apparaissent, notamment une autre date qui est intéressante, qui est toute récente, qui s'appelle le Singles Day. Donc c'est une journée de promotion dédiée aux célibataires. Alors en l'occurrence, on vous rassure, si vous achetez, que vous êtes en couple, le site marchand ne va pas vous refuser la vente, mais c'est un événement qui vient pour le coup de la Chine, donc qui fait finalement aussi chaque année des ventes records pour Alibaba, hein, le géant du e-commerce en Chine. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cet événement-là aussi, donc qui se passe le 11 novembre, donc là où nous, effectivement, on assiste plutôt à la commémoration à la télé, etc. En Chine, c'est vraiment le carton plein en termes de vente en ligne. Donc c'est aussi une date qui, petit à petit, prend des parts de marché sur la France. Et donc, on a pas mal de sites marchands qui ont quand même organisé des ventes en ligne avec des promotions spéciales Singles Day. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'on va sûrement refaire ce type de webinaire sur les années à venir et je vais sûrement changer ma slide précédente en ajoutant la date du 11 novembre qui va s'imposer progressivement. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des occasions pour vous de créer des opérations promotionnelles pour, je dirais, générer du chiffre d'affaires additionnel. Et ça, c'est vraiment important de les garder en tête. Et d'ailleurs, on remarque
donc de plus en plus de dates clés avant Noël, et également une préparation de plus en plus intense des sites marchands. Là, il y a un exemple qui est intéressant sur cette slide, c'est effectivement le Price Minister, qui s'appelle aujourd'hui Rakuten. Donc Price Minister qui prépare déjà Noël en amont dès le mois d'août. Alors l'article il est intéressant, ça a été publié sur le Journal du Net, où en fait on décrit finalement toute la roadmap, toutes les actions qu'ont mis en place Price Minister pour pouvoir promouvoir finalement réussir leur Noël. Et ce qui est intéressant, c'est que là on le voit plus d'un point de vue SEO, mais dès le mois d'août, Rakuten Price Minister va identifier les produits phares potentiels de la fin d'année. Donc ils vont faire beaucoup de travail d'un point de vue produit pour identifier finalement les top ventes potentielles de fin d'année. Alors ils ont la chance aussi d'avoir un carrefour de trafic énorme et de pouvoir vraiment analyser ça en détail. Et ce qui est intéressant en fait, du coup, c'est de pouvoir se préparer en amont. Et eux, comment ils vont procéder sur le SEO notamment, c'est ils vont commencer à travailler leur stratégie de contenu et de création de landing page, c'est-à-dire de création de nouvelles pages qui vont donc lister les produits qui vont être phares. Donc typiquement, imaginons à une époque, effectivement, on avait les drones qui étaient un produit très demandé, ça va sûrement l'être encore cette année, mais vous allez pouvoir créer des pages additionnelles vraiment optimisées pour le référencement naturel pour Google, qui vont lister des produits des drones de la marque Parrot, par exemple, et donc créer une action SEO pour optimiser son ranking, donc son positionnement sur les mots-clés autour de la marque, pour que dès mi-octobre, novembre et décembre, on puisse récupérer cette masse de trafic et la convertir en vente. Donc ça, c'est intéressant. On voit vraiment cette tendance chez tous les e-marchands de préparer de plus en plus tôt Noël. Et là, en l'occurrence, le mois d'août, c'est pas une date qui me choque. Et effectivement, quand on échange avec les différents partenaires e-commerce chez Trustpilot, on se rend compte que le Noël se prépare de plus en plus tôt avec la partie produit, la partie marketing digital, etc., qu'on va pouvoir voir par la suite, notamment avec Mike. Donc, une chose importante dans cette période clé, c'est une notion qui va revenir très régulièrement dans la décision. Donc, nous, ce qu'on a identifié, c'est quels étaient les facteurs qui finalement allaient pousser les consommateurs à acheter chez vous plutôt que chez un autre dans cette période de fin d'année de Noël. On a une notion qui est importante à garder à l'esprit, qui est la preuve sociale. Donc, typiquement, ici, je vais vous faire un petit sondage très rapide. On a deux photos avec le Café Les Jardins à gauche et le Café Le Hibou à droite. Qui d'entre vous irait, donc vous arrivez dans une ville touristique que vous ne connaissez absolument pas, qui d'entre vous irait spontanément sur le Café Les Jardins? Vous arrivez, vous avez le choix entre les deux. Donc, si vous pouvez répondre sur le chat, comme ça, je vais un petit peu voir globalement ce que vous en pensez. Qui irait plutôt sur le Café Les Jardins? Qui irait plutôt sur le Café Le Hibou en ayant cette vision-là des choses? Alors, effectivement, tout le monde me dit le hibou. Laurent, et ça, j'aime bien l'approche de Laurent qui dit, lui, moi, plutôt calme, le Café Les Jardins. On sent que Laurent est un businessman qui a besoin d'avoir un petit périmètre de calme, etc. Mais globalement, Laurent, à part toi qui va avoir ce caractère un peu aventurier, un peu, je dirais, audacieux, la majorité des gens vont aller là où se trouve la preuve sociale, c'est-à-dire là où il y a du monde. Et moi, effectivement, naturellement, quand j'arrive dans un endroit touristique, quand il y a du monde quelque part, je pars du principe que toute cette masse de personnes a authentifié comme de confiance ces lieux-là, et je dirais c'est aussi un gage de qualité, comme un label qui me certifie que je vais être bien servi, avec des bons produits, une bonne ambiance, etc. Donc naturellement, là où il y a du monde, les gens sont attirés par ce type d'approche. Et c'est vrai que cette notion de preuve sociale, elle existe depuis de nombreuses années, c'est pas nouveau. On l'avait déjà en 1949 avec des publicités. Là, on a la publicité pour Barbasol, donc c'était un après rasage aux États-Unis. Et donc sur les affiches à l'époque, ils affichaient déjà des témoignages issus de consommateurs. Alors est-ce que c'était des vrais avis à l'époque? Ça, je pourrais pas vous le dire. Il n'y avait pas de normes réellement établies, mais toujours est-il qu'effectivement, il y avait cette notion de témoignage qui apparaissait directement sur les publicités. Pourquoi? Parce que quand on voit cette publicité-là avec de nombreux avis qui témoignent de la qualité du produit, on est en confiance à l'idée de pouvoir consommer effectivement ce produit-là sereinement et de l'acheter. Donc c'est vraiment, je dirais, une preuve sociale qui va accompagner le prospect jusqu'à l'achat en le rassurant sur le bon choix du produit. Et cette notion de preuve sociale, elle existe donc depuis de nombreuses années et on la voit encore au quotidien. Donc récemment, pour vous donner un ordre d'idée, donc j'ai pris un vol EasyJet. Vous savez, sur les vols EasyJet ou dans toute compagnie, vous avez souvent un catalogue, un magazine qui est fourni pour vous faire un petit peu la lecture pendant le vol. Alors, c'est le genre de magazine où vous avez une page de contenu pour 3 pages de publicité. Si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le chat. Donc, voilà, on feuillette le magazine EasyJet Traveler. Effectivement, il y a beaucoup de publicités finalement qui sont insérées dans ce genre de magazine. C'est comme ça qu'ils monétisent aussi ce média-là. Et ce qui était intéressant dans cet exemple-là, pendant ce vol-là,
j'ai identifié plusieurs publicités qui introduisaient cette notion de preuve sociale. Donc là, on a sur la photo du milieu VoIP Studio qui introduit, donc si vous voyez tout en bas à droite, le logo Trustpilot pour dire qu'ils collectent de l'avis, qu'ils ont une excellente note. Sur les publicités à droite, on a effectivement également donc Rec Transfer et un autre acteur qui vont intégrer directement soit une citation de l'avis, soit leur notation globale. Et ça, en fait, c'est aussi le fait de mettre dans sa stratégie de marketing digital, dans sa stratégie publicitaire au global, la preuve sociale en tant que telle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir renforcer le message publicitaire grâce aux consommateurs. Et là-dessus, on a une étude qui est intéressante, qui a été réalisée d'ailleurs il y a un peu moins de 30 jours. On a fait une étude sur le panel français en fait pour Trustpilot et on a posé la question très simplement est-ce que quand vous voyez une publicité avec le logo Trustpilot, ça vous donne plus confiance ou ça n'a pas d'impact sur vous? Et ce qui était intéressant, c'est que les consommateurs sur le marché français nous ont répondu, donc à hauteur de 77%, qu'ils avaient plus confiance quand ils voyaient des publicités affichées avec le logo et les étoiles Trustpilot que des publicités sans tiers de confiance. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il est en recherche de cette information-là. On a une statistique sur le marché français qui est simple. On est à peu près à 9 consommateurs sur 10 qui vont rechercher des avis clients sur Internet avant d'acheter en ligne. Et donc, typiquement, c'est vraiment devenu une norme établie qu'il va falloir garder en tête et qu'on va vous décrire justement pendant tout ce webinaire pour vous montrer comment on peut l'intégrer dans sa stratégie de parcours client e-commerce. Dernier petit point, justement, le tunnel d'achat aujourd'hui. Donc, on revient sur le sujet du webinaire. On a donc effectivement plusieurs étapes qui vont constituer le parcours client. On a la prise de décision. Donc, j'aime bien prendre cet exemple-là où, par exemple, j'ai un aspirateur qui vient de tomber en panne chez moi. Je dois changer de produit, donc acheter un nouvel aspirateur. Donc, je vais décider, est-ce que je veux plutôt un aspirateur sans fil ou un aspirateur filaire? Je vais regarder sur Internet effectivement ce qui se dit sur la toile, notamment à travers les avis clients. Une fois que j'ai fait ma décision en partant sur un aspirateur sans fil, j'ai toujours le choix entre différentes marques et différents modèles qui vont m'accompagner également. Donc, on est vraiment sur un tunnel qui va permettre d'affiner le choix et de la décision jusqu'à choisir le produit que je veux. Est-ce que c'est un Roventa? Est-ce que c'est un Dyson? Ok, allons sur le Dyson. Chez qui je l'achète? Et là aussi, pareil, l'avis client va jouer son rôle. On va choisir finalement le magasin qui va me le vendre. Donc, si je vais sur Internet pour l'acheter, j'ai différents sites marchands qui vont le vendre, qui vont vendre le même produit, mais qui vont avoir une qualité de service différente, un SAV différent, etc. Et donc, l'acquisition va aussi être influencée par la recherche d'avis jusqu'à ce qu'on appelle la conversion, donc l'achat. Et derrière, la fidélisation va également être influencée par les avis, puisque les acheteurs qui vont valider une commande et rentrer dans un cercle de fidélisation vont devenir à leur tour contributeurs et créateurs d'avis. Donc là, c'est aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir un cercle vraiment vertueux autour de l'avis client, de la prise de décision à la fidélisation. On aura l'occasion de le voir un peu plus en détail sur les slides suivantes. Donc, voilà pour la petite introduction. Je vais passer la main du coup à Mike, donc Michael, hein, on arrête de l'appeler Mike parce que officiellement il s'appelle Michael, de Campaign, qui va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui, je dirais au niveau de l'acquisition de trafic, notamment cette haute saison de vente de fin d'année. Très bien. Merci Samuel pour ce bon petit tour des principales dates et surtout des tendances sur la preuve sociale. Du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les sources de trafic, notamment avec quelques chiffres qui sont assez impressionnants. Je pense que c'est des choses qui sont pas forcément connues de tous. Aujourd'hui, il faut savoir que le search et la publicité sur les réseaux sociaux représentent quasiment 80% des investissements digitaux. Donc, quand on parle de search et de réseaux sociaux, indirectement, on parle de Google et de Facebook. Aujourd'hui, il y a à peu près 80% de tous les investissements qui sont réalisés sur ces deux plateformes. C'est la raison pour laquelle on va concentrer aujourd'hui nos bonnes pratiques sur ces deux leviers marketing. Et quand on se concentre sur le mobile, la part est encore plus importante parce que ça monte jusqu'à 90%. Donc aujourd'hui, si vous faites de la publicité sur Facebook ou que sur Google, on va plutôt déjà vous recommander de regarder un petit peu les deux. Ces deux plateformes qui sont assez complémentaires. On va avoir l'occasion de rentrer un petit peu dans le détail sur les opportunités, notamment liées à la publicité sur Facebook, qui est un sujet qui est un petit peu moins maîtrisé par les annonceurs aujourd'hui et sur lequel on a, même si la concurrence commence à être de plus important, on a quand même beaucoup moins de concurrence que sur un Google Ads sur de l'achat de mots-clés. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres sur la publicité Facebook, déjà d'un point de vue quantitatif en termes d'audience, on a un petit peu plus d'un Français sur deux qui est actif tous les mois sur la plateforme de Facebook. Donc on voit souvent des articles sortir un petit peu buzz, alertant sur Facebook perd des utilisateurs, des jeunes ne sont plus sur Facebook. Aujourd'hui, on est loin d'être à des situations alarmantes quand on sait que plus d'un Français sur deux est actif sur la plateforme
et que ça touche aujourd'hui toutes les tranches d'âge. La grosse puissance de la publicité sur Facebook, c'est cette notion de ciblage, voire de micro-ciblage. On va avoir la possibilité d'aller toucher des internautes en fonction de 3 typologies de targeting. Première typologie qui est assez classique sur Facebook et finalement assez unique sur le marché, c'est le ciblage par profil avec toutes les données socio-démographiques. Est-ce que je veux cibler des hommes, des femmes qui sont situés dans tel pays, dans telle ville ou dans telle région? Ça, c'est des données qui sont vraiment fiables sur Facebook parce qu'on se base sur le déclaratif des utilisateurs. Donc ça, c'est les données les plus globales. Ensuite, on a les données Facebook. Donc là, c'est toute la mine d'or de Facebook qui va analyser les centres d'intérêt et les comportements des utilisateurs. Il y a un petit peu plus de 1000 centres d'intérêt remontés sur la plateforme. En général, vous trouvez assez facilement des centres d'intérêt qui correspondent à vos activités. D'ailleurs, Facebook a même créé des centres d'intérêt spécifiques, notamment pour le Black Friday ou pour Noël, avec des personnes qui ont plus d'appétence pour passer à l'achat à cette période-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à consulter, à fouiller. Il faut vraiment être curieux sur la plateforme pour trouver des centres d'intérêt qui peuvent correspondre à votre cible de client. Et le dernier type de ciblage qui est aujourd'hui le plus performant d'un point de vue acquisition, c'est pour ça que je vais m'attarder un petit peu dessus, c'est l'utilisation de vos données CRM et du trafic de votre site internet. Donc sur le ciblage par profil et le ciblage des données Facebook, on se base vraiment sur toute la richesse de Facebook. Sur les données CRM et votre trafic, cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe dans vos données, comment se comportent les internautes sur votre site web. Notamment, on va aller travailler sur toutes les logiques d'abandonnistes de panier, d'aller recibler les personnes qui ont mis un produit au panier et qui n'ont pas finalisé leur achat. Smaïl le présentait en introduction, taux de conversion moyen aujourd'hui d'un site e-commerce aux alentours de 3%. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a 97 personnes qui sont venues sur votre site qui n'ont pas finalisé leur achat. Donc c'est important de travailler toute cette logique de retargeting et encore plus sur ces périodes de fin d'année, d'aller retoucher des personnes qui ont déjà consulté votre site web, qui ont potentiellement pas acheté ou pas finalisé un achat. Vous allez pouvoir cette fois-ci les adresser avec des messages spécifiques, de la promotion quand on parle du Black Friday et potentiellement des packs de produits pour Noël. Ce qui est hyper intéressant quand on parle d'intégration aujourd'hui avec les avis clients, avec Trustpilot, c'est qu'on va avoir la possibilité de travailler sur des audiences d'individus qui vous ont laissé potentiellement une très bonne note. Quand on dit une très bonne note, c'est 4 ou 5 étoiles sur Trustpilot pour aller retoucher ces personnes-là dans des logiques de fidélisation ou dans des logiques d'acquisition. On va travailler sur ce qu'on appelle les audiences similaires de Facebook. Les audiences similaires de Facebook, le fonctionnement est assez simple. Je charge ma base de très bons clients qui m'a laissé de très bons avis et je demande à Facebook d'aller toucher des personnes qui leur ressemblent. Ce qu'on va appeler des jumeaux marketing. Et là, c'est tout le machine learning, toute l'intelligence artificielle de Facebook qui va prendre le relais sur le ciblage pour aller vous trouver des personnes qui peuvent potentiellement acheter vos produits. Donc, on va vraiment vous recommander d'utiliser ces 3 types de ciblage dans votre stratégie et vraiment d'appuyer sur l'utilisation de vos données CRM et de votre trafic, surtout sur des périodes qui vont être assez concurrentielles d'un point de vue média, sur lesquelles vous allez devoir vraiment surveiller vos statistiques et piloter vos enchères au quotidien. Deuxième axe intéressant sur Facebook, c'est l'aspect format publicitaire. Sur la slide juste suivante, on y est. La pertinence des formats Facebook. Alors, pourquoi la pertinence? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Facebook propose un éventail, un panel de formats qui répondent vraiment à des objectifs très spécifiques. Des formats traditionnels comme le carrousel ou l'image unique, qu'en général vous connaissez tous d'un point de vue utilisateur. Et il y a d'autres formats un petit peu plus spécifiques qu'on va aborder aujourd'hui, notamment le format collection. On vous a pris un petit exemple par la suite. Alors, si on s'arrête 2 minutes sur l'aspect format, notamment sur le format vidéo, qui est un très bon format aujourd'hui sur la plateforme, qui est situé sur la slide juste suivante. Gros avantage de la publicité vidéo Facebook aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir donc diffuser massivement une vidéo auprès d'une audience qualitative et surtout on va pouvoir enregistrer des audiences de personnes qui ont été appétents, qui ont regardé la vidéo un certain nombre de temps, qui ont interagi avec votre marque. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'aujourd'hui, dans des opérations spéciales, dans des fêtes de fin d'année, en général, on va vous recommander une stratégie en 2 phases. Une première phase de teasing, où vous allez chercher à vous créer des bassins d'audience. En tout cas, nous, chez Campaign, on parle souvent de chaleur d'audience
Donc, on a des audiences froides qui vous connaissent pas du tout, des audiences tièdes qui vous connaissent mais qui n'ont pas acheté chez vous, et enfin des audiences chaudes. L'objectif de cette première phase, c'est de se créer un bassin d'audience qu'on va qualifier de tiède, qui a consulté l'une de vos vidéos, qui attend le début du Black Friday ou le début d'opérations promotionnelles, et sur lesquels vous allez donc recibler un message par la suite, un message qui cette fois-ci va beaucoup plus être orienté achat, notamment avec le format Facebook Collection qu'on a en exemple juste après, qui est un format qui est très intéressant pour le e-commerce. C'est un mix entre le format Canvas et le format Carousel. Donc, vous avez une petite image en couverture, et si un utilisateur clique sur l'image, le format va se déplier nativement sur la plateforme de Facebook et va vous permettre de mettre en avant vos produits sous un format de catalogue assez traditionnel avec une petite image du produit et un prix. C'est un format qui est dédié aujourd'hui au e-commerce et aux campagnes de performance. C'est très intéressant parce que vous pouvez regrouper vos produits, donc faire apparaître vos top produits ou les produits où vous margez le plus. Et c'est surtout un format qui fonctionne bien pour cette phase vraiment d'acquisition, de transformation. Donc la recommandation sur aujourd'hui, si on doit de manière très synthétique regrouper les bons conseils sur la publicité Facebook pour des périodes de fêtes de fin d'année, on va vous recommander déjà de bien étudier les ciblages, de détecter des niches de ciblage qui fonctionnent bien et d'avoir une approche derrière en 2 temps sur vos campagnes, avec une première phase de teasing, avec des formats vidéo un petit peu branding, et une seconde phase, cette fois-ci de retargeting ou sur des audiences très qualitatives. Vous allez jouer sur des formats comme le format collection ou le carousel ads, cette fois-ci avec du prix d'incitation à l'action. Petite question, Michael. Justement, là, l'idée, si je résume bien, si on devait le faire, je dirais de manière traditionnelle, c'est comme si on avait une publicité qui passait à la télé et on pouvait capter finalement je dirais la concentration des téléspectateurs et de les recibler, de faire du retargeting finalement suite à la vue d'une publicité qui aurait retenu l'attention. En fait, on crée des audiences grâce à ça, hein, si j'ai bien compris le principe que tu proposais là. Ouais, exactement. C'est comme si demain, effectivement, je suis ciblé par une publicité Dyson à la télé qui met en avant une famille contente parce que la maison est propre et que le nouveau Dyson aspire tous les poils d'animaux. Donc, je suis content, j'ai découvert l'univers Dyson. Et comme si 2 semaines après, j'avais une publicité, cette fois-ci avec juste l'aspirateur, le prix et un bouton acheter. Donc là, cette fois-ci, vraiment pour me faire passer à l'achat. Excellent. Autre sujet qui est un petit peu plus maîtrisé, alors maîtrisé entre guillemets parce que c'est pas souvent le cas non plus, en tout cas qui est moins méconnu que la publicité sur Facebook, c'est le paid search, donc l'achat de mots-clés sur Google et toute la publicité sur Google Ads. Très intéressant en période en fil rouge de toute façon. Pourquoi en fil rouge? Parce que c'est un levier qui est drivé par les intentions d'achat, les intentions de consommation des consommateurs. On se positionne sur des mots-clés. Donc, gros avantage par rapport à Facebook, c'est que sur Facebook, je cible des individus que je vais juger appétants, qui peuvent potentiellement acheter mon produit. Sur Facebook, j'achète des personnes qui ont déjà envie d'acheter, sur Google, pardon, je cible des personnes qui ont déjà envie d'acheter mes produits. Donc là, on a un exemple sur la répartition aujourd'hui d'un résultat de recherche sur Google. Ce qui est assez important à retenir, c'est la grosse part attribuée à Google Shopping et aux 4 annonces Google Ads. Donc on voit que le référencement naturel est de moins en moins prédominant au-dessus de la ligne de flottaison. Donc sans scroller la page, je vois en général 1, 2, voire 3 résultats si mon écran est suffisamment grand. Mais vous devez aujourd'hui vous positionner sur Google Ads pour être présent auprès des consommateurs. Et vous devez surtout travailler vos annonces. Donc on va insister sur ce point. Vous le voyez sur l'exemple, mais les petites étoiles, donc les avis clients, font vraiment la différence. On le voit, ça ressort beaucoup mieux dans les résultats et l'œil est naturellement attiré par les étoiles, les annonces enrichies. Donc gros travail à faire sur Google, sur le choix des mots-clés et sur la structure de vos annonces pour avoir des annonces différenciantes d'un point de vue visuel, donc avec des étoiles, des extensions, mais aussi d'un point de vue contenu, que tout le monde ne mette pas en avant les mêmes mots-clés. Aujourd'hui, c'est souvent le cas dans l'immobilier ou même dans le e-commerce, sur des requêtes très génériques. Vous pouvez retrouver 6-7 annonces qui utilisent les mêmes titres, les mêmes descriptions.
c'est impossible aujourd'hui pour un consommateur de sélectionner le bon annonceur. Donc, essayez d'être original, essayez de vous différencier sur ces points-là. Merci beaucoup, Michael. Donc, du coup, Brahim, tu vas poursuivre sur la partie détaillée du search. Parce que l'intérêt, ce serait aussi de savoir comment on peut déclencher l'affichage de ces étoiles et de bénéficier de cette preuve sociale dans Google. Exactement. Merci Ismaël, merci Michael. Donc là, on a vu justement avec Michael donc tout ce qui était prédominant donc au niveau donc du search et des réseaux sociaux. Donc là, on a une un bon explicatif justement sur la partie avec Facebook. Effectivement, donc les autres leviers qui sont super importants, bien entendu, on a du Google Ads, on va voir la partie SEO. Donc là, ce qu'avait montré tout à l'heure Michael, donc tout ce qui est Ads, donc c'est au niveau du haut de la page avec ce qui est payant, bien entendu, pour se mettre bien sur les mêmes terminologies. En dessous, on retrouve bien tout ce qui est référencement naturel, donc qui est non payant. Donc c'est là où vous devez travailler peut-être sur votre contenu, etc. Et à droite, on voit donc tout ce qui est Google Shopping. Donc là, c'est les avis liés aux produits spécifiques. D'accord. Donc là, maintenant, je vais vous montrer justement comment vous pouvez avoir ces petites étoiles-là dans vos campagnes AdWords, dans le Google Ads. Donc ici, on a un exemple. Donc lave-vaisselle Bosch avec des 4,4 avec donc boulanger et en dessous 4,3 avec avis Conforama. Donc ce qui est intéressant effectivement de voir ici, c'est que ces étoiles-là vont attirer effectivement le clic. Il y a une chose qui est intéressante également, c'est que quand un visiteur lambda arrive donc sur cette page-là et qui clique sur l'avis, effectivement, on va avoir une page qui va vous montrer tous les avis que le site a pu collecter. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce clic-là n'est pas payant. Donc déjà, il y a une approche en fait, comme le disait tout à l'heure aussi Michael, il faut être un peu plus effectivement original dans vos approches. Et le fait justement de mettre en avant les avis, ça en fait partie. Mais bien entendu, ça va même beaucoup plus loin. Comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment se rapprocher de vos clients et également de créer de la confiance. Et la confiance, elle commence directement depuis le search. Parce qu'effectivement, s'ils ne connaissent pas soit l'enseigne, soit le produit, etc., il faut les réassurer en amont. Donc comment que ça se passe? Très simplement, vous allez collecter des avis donc sur la base que vous avez actuellement. Donc, il faut bien entendu un minimum d'avis. C'est 150 avis pour Google Ads. Il va y avoir des updates, mais on n'a pas encore vraiment le chiffre officiel donc sur le nombre d'avis que Google va mettre en avant. On a entendu parler de 100 avis effectivement. Donc, potentiellement, ce sera ça peut-être le chiffre donc à atteindre pour pouvoir avoir les petites étoiles dans vos campagnes AdWords. Mais il faut aussi un minimum au niveau de la note. Il faut un 3,5 sur 5. Mais ce qui est positif ici pour la marque, c'est que si effectivement vous êtes en dessous de 3,5 sur 5, les étoiles ne vont pas s'afficher sur vos campagnes. Donc là, ça reste une visibilité positive par rapport à la marque. Donc ça, c'est une première approche qui est très importante. On a vu donc sur différents partenaires que les résultats étaient assez éloquents. Je veux dire, en date là sur une campagne, on a baissé de 10 cents. Ça nous faisait sur 70 000 clics, ça faisait 7 000 € d'économiser par mois sur leur campagne AdWords. Donc ce qui est très intéressant. Et globalement, Google parle de 10% donc de clics supplémentaires. Donc en fait, vous pouvez vraiment travailler sur le positionnement que vous avez sur vos campagnes AdWords et bien entendu travailler après potentiellement sur le quality score et le positionnement du coût par clic que vous avez sur ces campagnes-là. Donc ça, c'est la partie paid. Ensuite, on va voir la partie donc sur tout ce qui est Google Shopping. Donc sur Google Shopping, c'est un peu plus flexible au niveau du nombre donc d'avis que vous pouvez collecter, mais l'intérêt aussi est important, surtout quand vous êtes dans une stratégie de niche. Si effectivement je pars donc d'un lave-vaisselle que je peux retrouver sur différentes marques, effectivement là peut-être ces informations-là je vais les rechercher en amont sur un site spécialisé. Si je veux acheter un PC, effectivement aussi là je vais aller peut-être sur des blogs spécialisés pour analyser si je préfère un Dell, si je préfère un HP, si je préfère après peut-être un Mac, etc. Donc ces informations-là on peut les trouver un peu partout. Mais sur l'aspect on va dire marque et donc enseigne, là il est effectivement intéressant de se mettre en avant pour se dire voilà, vous voulez acheter effectivement donc un Bosch la vaisselle Bosch, telle référence que vous pouvez retrouver dans différents magasins, voilà, nous on a un service qui est excellent. Donc ça, c'est la partie marchand, parce que là, on n'a pas fait la différence tout à l'heure, mais il y a l'aspect donc avis marchand et il y a l'aspect avis produit. Donc là, spécifiquement pour Google Shopping, c'est de l'avis produit. Donc on peut voir Boulanger ici a collecté 553 avis justement sur la référence à 489 €. On retrouve aussi en dessous ces discounts avec 292 avis. Donc tout ça, c'est du contenu qui est intéressant pour le visiteur lambda. Donc plus on a d'avis effectivement sur le produit et plus on a un avis éloquent, on va dire, et de contenu, plus c'est intéressant effectivement pour faciliter donc le choix aux visiteurs lambda. Donc ça, c'est des choses qui restent importantes sur l'aspect produit. Bien entendu, ce qui se passe également, c'est que on va avoir aussi des types de conversion, donc plus de clics aussi dessus et potentiellement derrière une conversion aussi optimisée. Pour avoir donc ces étoiles-là, c'est assez simple. Il vous faut minimum 50 avis au total sur l'ensemble des produits que vous avez. Donc vous avez une gamme de produits peut-être de 10, de 5 ou plus.
Et effectivement, il faut avoir aussi un minimum par produit. Donc, ce sera 3 avis collectés par produit et un minimum au total. Donc, sur l'ensemble des produits que vous mettez en display sur vos campagnes Google Shopping, il faudra 50 avis. Ensuite, bien entendu, pour ceux qui font pas soit du Google Ads, soit du shopping, parce que bon, effectivement, grosso modo, on est peut-être sur du 40% sur tout ce qui est du paid au niveau donc des recherches, et après on va avoir du 20 à 30% sur le SEO. Donc bien entendu, le SEO est très important. C'est quand même un point de base pour tous ceux effectivement qui sont pas sur du paid search ou sur de Google Ads ou bien du Google Shopping. Donc là, on a un exemple ici avec une requête assez large. On a tirage photo. Si vous regardez bien spécifiquement donc, la slide, vous allez voir qu'en premier résultat, on a Photobox, avec une note de 7,5 sur 10, 6290 votes. En deuxième position, on a PhotoWeb, 8,6 sur 10, avec 7589 avis. Et le troisième, on a Mon Album Photo, 8,2 sur 10 avec 4954 avis. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le premier, il a 7,5 sur 10. Donc, il est en première position avec une note qui est inférieure et on retrouve donc PhotoWeb avec 8,10 donc 8,6 pardon sur 10. Donc, ce qui est pas mal ici, même si effectivement Photobox est en première position, PhotoWeb peut se démarquer grâce au nombre d'avis et également à la note qu'il a. Donc là, on voit qu'il a 8,6 sur 10. Donc, effectivement, le visiteur lambda qui arrive là, se dit, tiens, je vois effectivement que ceux-là ont pas mal d'avis et aussi la note est plutôt élevée par rapport à la recherche qu'ils ont fait. Donc, ça peut aussi vous aider à vous positionner d'une manière stratégique dans les recherches organiques. Donc, c'est pas uniquement ici la bataille de la première position. On sait effectivement que le nombre de clics est beaucoup plus élevé sur la première position, mais en l'occurrence ici, on va essayer de se différencier et justement être aussi original en ajoutant donc, les rich snippets. Donc, comment on peut afficher ça? C'est assez simple. On a développé une Trustbox qu'on appelle la Trustbox SEO. Donc, c'est un petit script à copier-coller donc sur votre site et on va envoyer l'information à Google pour justement afficher donc les rich snippets, donc c'est-à-dire les petites étoiles que vous avez au niveau du search, donc à côté de la note, tout simplement. Donc là, ce qui est important, vous pouvez le faire bien entendu aussi avec via un schéma markup, un schema markup, etc. Donc ça, c'est plus avec notre API. Mais grosso modo, pour ceux qui sont pas très techniques, on leur conseille justement d'utiliser directement la Trustbox qu'on a pu développer. Donc on a vu donc une première étape, la partie donc Google Ads. Donc là, collecter donc 150 avis avec une note de 3,5 sur 5. Deuxième partie, on arrive sur Google Shopping pour tous ceux qui donc collectent des avis aussi produits, parce que bien entendu, il faut collecter ces avis-là. C'est pas uniquement de l'avis marchand. Pour bien le rappeler, donc on a l'avis marque qui est l'avis marchand, et là c'est l'avis donc produit spécifique aux articles que vous commercialisez. Et donc là, on est à 50 avis et minimum de 3 avis pour pouvoir afficher tout ça. En ce qui concerne le SEO, donc là c'est super simple, il vous faut uniquement un avis pour avoir l'affichage. Bien entendu, l'idée c'est de se différencier, comme j'ai pu vous l'expliquer ici avec les 3 partenaires qui bossent avec nous là, donc Photobox, PhotoWeb et Mon Album Photo. Là, bien entendu, l'idée c'est d'augmenter le nombre d'avis pour pouvoir se différencier. Parce que là, ils sont très bien positionnés les 3, mais il y en a un qui sort du lot grâce à sa note de 8,6 sur 10 et un nombre d'avis assez élevé. Donc là, on a vu la partie search. Maintenant. D'ailleurs, Brahim, sur cette slide-là, si je peux me permettre de t'interrompre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment que c'est, entre guillemets, sans jeu de mots, la guerre des étoiles. On voit que tout le monde a les étoiles, tout le monde a une note plutôt bonne, mais ça se joue sur de la différenciation, de notation, et encore une fois, c'est une histoire de preuve sociale. La requête tirage photo, pour celles et ceux qui font du référencement, c'est une requête à fort trafic, c'est vraiment une requête très concurrentielle, sur laquelle il est difficile de gagner une position, parce que c'est quand même des mots-clés qui sont très demandés et à la fois très travaillés en SEO. Donc là, c'est intéressant de pouvoir vraiment essayer de grappiller quelques pourcentages de clics additionnels en affichant finalement sa preuve sociale à travers ces petites étoiles-là qui font le plaisir de tous les sites marchands d'entrer dans cette guerre des étoiles, comme je l'appelle. Exactement. Donc là, c'est la partie, donc là, comme tu l'as dit, donc pour générer son trafic et se différencier. Donc qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, c'est la première partie, c'est la première étape. Donc on arrive effectivement sur les différents landing pages. Donc là, on va avoir différents types de pages de vente. Donc ça va effectivement se différencier très simplement. Donc on a bien entendu la home page, on a des pages catégories, bien sûr le moteur de recherche en interne, l'affichage, comme on parlait tout à l'heure de produits, l'affiche produit aussi. Une page, souvent aussi, certains vont développer vraiment la page marque, d'autres vont avoir plutôt une rubrique promo où ils vont voir aussi tout simplement des codes promo et ainsi de suite pour bien se positionner dans les recherches aussi organiques. Et après, d'autres pages de contenu comme des articles de blog, des pages aussi test produits ou un guide d'achat. Donc ça, c'est différents types de nomenclature qu'on peut avoir. Donc, il y a 3 points importants au niveau de l'affichage. Donc, on est sur le search, on arrive sur le site, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, on voit le header.
Donc ça, c'est effectivement une logique. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que on sait que grâce à des tests de eye tracking, donc on met des casques à des personnes, on leur fait visualiser des sites et on remarque effectivement que 67% des gens vont regarder en haut au niveau du logo. Donc là, ce qui est intéressant avec CTEasy, c'est qu'ils ont fait une intégration au niveau du header où justement on peut cliquer et lire le contenu des avis. Donc là, ce qui est important, c'est justement de vous montrer patte blanche aux visiteurs lambda. Il vous connaît pas encore, il connaît pas la marque, il voit que pas mal donc de vos clients sont satisfaits de votre service, il faut le dire. Donc, ce qui est bien également ici, c'est que la personne va commencer à lire. Donc, disons que moi, j'ai tapé contrôle technique pas cher dans Google. J'arrive sur leur page. Donc, au préalable, ils avaient bien optimisé. Il y avait les petites étoiles aussi qu'on avait pu le voir avec tirage photo. Je clique dessus. J'arrive effectivement sur leur page d'accueil. Et après, je continue à lire. Donc là, déjà, on va envoyer un signal très positif à Google parce que la requête que j'ai tapée, contrôle technique pas cher, matche bien, correspond bien à mon attente. Parce que effectivement, si c'était pas le cas, je serais ressorti. Si je tombe sur un site, par exemple, qui va vendre des coques de téléphone alors que j'avais pas tapé contrôle technique, voilà, j'ai aucun intérêt. Je vais avoir un taux de rebond assez élevé sur le site parce que effectivement, je reste pas sur la page. En l'occurrence ici, je vais rester plus longtemps. Donc Google va avoir un signal positif et ça va vous aider aussi dans les recherches organiques, vous donner un score de qualité de la page plus élevé. Parce que effectivement, la personne reste plus longtemps et vous réduisez le taux de rebond. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième étape, on a remarqué que les gens vont aller vers le footer et rechercher des informations, soit pour savoir qui vous êtes, peut-être vous contacter, ils ont peut-être des questions sur vos produits ou votre service, ils veulent effectivement avoir d'autres informations sur la livraison si vous avez des produits, parce qu'on va retrouver souvent ces informations-là sur les barres de réassurance. Donc ça, c'est la deuxième étape dans laquelle ici on voit Alltrix, donc ça c'est un des leaders dans le domaine du vélo. Et eux, très simplement, ils ont affiché également donc les avis de leurs clients, tout simplement au niveau du footer. Donc là, c'est un point aussi de conversion qui est super important. Donc on a vu le header, première étape. Deuxième étape, le footer avec la barre de réassurance et des informations sur l'entreprise. La troisième étape, qui est pour moi primordiale, c'est le panier. Ce que je remarque souvent, par contre, c'est que quand on discute avec des partenaires, on leur demande comment que ça se passe donc au niveau des abandons. Est-ce que vous êtes satisfait actuellement de la convention que vous avez, et peut-être aussi de savoir pourquoi les gens ressortent. Ils n'ont pas suffisamment de data. Nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait un tiers de ces personnes-là qui se ressortaient par un manque de confiance uniquement. Donc peut-être que vous avez un produit qui est super, vous avez un tarif qui est aussi très compétitif, mais la personne, le visiteur lambda, ne vous connaît pas. Donc là, ce qui est super important, c'est d'afficher aussi vos ambassadeurs. Donc là, on sélectionne justement, on fait un ciblage en mettant en avant donc les personnes qui ont déjà acheté chez vous. Et si vous le regardez spécifiquement l'avis, donc ça c'est Cadeau Maestro, vous voyez en bas qu'il y a marqué super satisfait, commande rapide, délai de livraison rapide et respecté. Le deuxième avis, pareil, envoi rapide, très bien emballé, cadeau reçu dans les délais. Donc là, ils ont été intelligents parce qu'ils ont analysé le verbatim. Donc ils ont pris un système qu'on appelle le tagging. Donc on a un module qui vous permet justement d'analyser le contenu et ils ont mis en avant justement le délai de livraison. Et ça, c'est top, par exemple, pour tout ce qui est donc Black Friday, Noël et ainsi de suite. On veut effectivement avoir nos cadeaux et nos produits en temps et en heure. Donc là, ici, on travaille sur la réassurance et on travaille spécifiquement sur le délai de livraison. Parce que souvent, si on a passé la barrière de la confiance, la livraison, effectivement, devient des fois aussi un frein. Donc là, c'est important justement de mettre ça en avant. Et si on est dans notre domaine d'activité, on va parler peut-être aussi, par exemple, là on a un autre exemple sur la slide suivante, sur le voyage par exemple. Ici, on va analyser plus le verbatim. On veut aller un peu plus loin. On veut trouver aussi donc les mots importants qui parlent justement de l'aventure qu'ils ont eue justement avec cette agence-là. Et dans l'occurrence ici, justement, ils disent voilà, Eric, un guide exceptionnel et passionné. Donc ils vont mettre en avant, des mots-clés qui sont assez forts au niveau de l'expérience. On veut vraiment mettre en avant cet aspect-là d'expérience excellente avec la marque, avec le groupe et avec le tour opérateur. Et justement, de la même manière qu'on a pu le faire sur le panier, on va le mettre en avant ici, justement sur la page, et en l'occurrence ici une page d'accueil avec du contenu assez riche. Donc, ce qui est important, c'est pas uniquement afficher une note, mais c'est d'aller un peu plus loin. Par exemple, si vous êtes dans un domaine niche et que vous avez un produit que vous avez peut-être développé ou qui est très rare sur le marché, là, il est super important aussi de montrer aussi l'avis produit en plus de l'avis marque. Parce que cet avis produit-là va permettre au visiteur lambda de faire son choix. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous achetez effectivement un Dell, vous achetez un Mac, etc., vous pouvez retrouver
pas mal d'informations sur le web. Mais dès que ça devient un produit qui est un peu plus rare ou qui est plus spécifique ou un service aussi très spécifique, là, il est très important d'utiliser ces data-là et ce contenu-là pour le mettre en avant. Donc là, on a vu justement donc la partie acquisition, donc SEO, SIA, Google Shopping. Comment vous allez optimiser tout ça au niveau de l'UX sur votre site internet. Le panier, super important pour ceux qui font de la génération de leads. Travailler sur les pages demande de devis, etc. Donc là aussi, on avait un partenaire dans le domaine de la piscine. Il a augmenté aussi donc de 8% donc le nombre de leads qu'il avait sur la page, donc sur un mois déjà en ayant mis les avis. Donc là, c'est super intéressant d'afficher aussi justement les avis de vos clients, même dans le domaine du service, pour la génération de leads. Et après, bien entendu, donc ça c'est la partie header, footer, panier. Et pour ceux qui sont dans le domaine du travail ou dans d'autres domaines, c'est travailler sur le contenu, comme a pu le faire ici Aventure Nouvelle-France. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va voir d'une manière un peu plus spécifique le parcours et les différentes étapes. Et Smaïl va faire aussi va s'arrêter un peu plus sur la partie réassurance. Tout à l'heure, je vous parlais d'Alltricks. Il va vous montrer justement comment on peut optimiser tout ça, mais d'une manière un peu plus, on va dire, avancée et pertinente. Merci beaucoup Brahim pour ce récapitulatif. Effectivement, si on revient un petit peu sur le sujet principal du webinaire, c'est vraiment d'identifier les points de friction du parcours client. Aujourd'hui, le parcours client, il est assez général. C'est si on décrypte un petit peu une vente en ligne. Donc on a la première étape qui va être la recherche de produits correspondant à mon besoin. On reprend l'exemple du Dyson de tout à l'heure. Très bien, pour être sûr que c'est bien le Dyson qu'il me faut et la référence en question qu'il me faut, le modèle V8, V9, V10, je vais consulter les avis clients pour me conforter dans mon choix de produit et dans mon choix de vendeur en ligne. Est-ce que je l'achète chez Dyson directement? Est-ce que je l'achète chez Cdiscount, Darty, etc. Une fois que j'ai choisi le site sur lequel je vais acheter mon produit, je vais donc ajouter le produit en panier. Donc étape numéro 3, l'ajout au panier qui va se suivre de la partie confirmation. Donc je confirme l'ajout au panier. J'arrive donc sur le panier sur lequel j'ai la possibilité, et ça je vais faire un petit sondage rapide, mais globalement on va voir donc le champ code promo, donc sur lequel on peut ajouter un code promo. Une majorité des gens aujourd'hui, vous me direz au sein de l'audience de la salle si vous faites la même chose que moi, quand je vois un champ code promo, je vais par curiosité vérifier si je ne peux pas faire une super affaire en trouvant un code promo de dernière minute. Donc, je vais faire une recherche Google où je vais taper code promo, le nom du site sur lequel je suis. Donc, typiquement, là, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on a un point de fuite potentiel. Donc, une personne qui peut quitter le site internet pour aller chercher un code promo en extérieur, c'est un danger pour votre conversion. Donc là, ce qui peut être intéressant, et c'est le cas d'un de nos partenaires qui est donc LDLC, eux, ils ont décidé de se positionner dans Google finalement sur leurs propres mots-clés. Donc typiquement avec le code promo, par exemple, donc le mot-clé code promo LDLC, vous retrouvez sur les 2 premiers résultats de Google des pages de ldlc.com qui vont donc afficher tous les codes promo disponibles sur la boutique. L'idée étant que plutôt que de laisser des gens aller sur le site de l'express.fr ou de radin.com qui sont les résultats suivants, de faire revenir l'internaute sur le site internet parce qu'il a déjà un panier actif, il a un produit ajouté au panier, donc on le fait revenir dans le tunnel d'achat qu'on voit juste ici. Donc ça, c'est intelligent, c'est quelque chose que je conseille systématiquement à tous les partenaires e-commerçants, c'est de créer votre propre page code promo avec votre marque et de récupérer ce trafic-là plutôt que de le laisser quitter votre site et aller sur des sites externes qui ne sont pas forcément plus légitimes que vous. Aujourd'hui, c'est votre marque, c'est votre enseigne, donc vous avez tout intérêt à créer une page qui va donc lister vos codes promo et vous pouvez mettre en avant certains codes promo en fonction de la saisonnalité, etc. Donc, plutôt que de laisser fuir ces gens-là, vous les faites revenir sur votre boutique. Une fois que j'ai identifié le code promo que je peux ajouter dans mon panier, arrive l'étape cruciale, un des autres points de friction qui est important, c'est l'étape de se connecter ou de s'inscrire ou de faire une commande invitée, ce qu'on appelle le guest checkout. Alors là-dessus, il y a plusieurs écoles, mais nous, on constate qu'effectivement, il y a pas mal de sites marchands aujourd'hui qui forcent systématiquement l'inscription. Alors ça, c'est un frein important parce que aujourd'hui, on est acheteur de plusieurs sites internet. Hein. Si vous faites des études sur différents panels, vous allez vous rendre compte que parmi le top 100 du e-commerce, on peut acheter chez différentes enseignes. On n'est plus à l'époque de nos grands-parents qui étaient fidèles uniquement à une seule enseigne, etc., mais plutôt sur des achats d'opportunités finalement sur différents sites. Donc on peut acheter aussi bien durant le même mois un produit chez Amazon, un produit chez Cdiscount, un produit chez Rue du Commerce, etc. Donc pour ne pas créer de frein sur ces étapes-là, la commande invitée, donc le guest checkout, permet de faire une commande en ligne sans avoir à préciser de mot de passe et à s'engager auprès de la marque. Par contre, vous pourrez toujours proposer au consommateur de créer son compte a posteriori quand il veut faire par exemple le suivi de commande. Mais ce qui est important aujourd'hui, et on l'a remarqué quand on a fait pas mal de tests d'A/B testing,
avec le guest checkout, donc la commande invitée, on permettait d'augmenter le pourcentage de personnes qui validaient cette étape-là et qui allaient sur l'étape suivante, qui est donc de renseigner les données de facturation de livraison, de choisir en étape 8 le mode de livraison, de choisir en étape 9 le mode de paiement et de confirmer l'achat, la fameuse page merci que tout site marchand aujourd'hui vise en termes d'objectifs. Donc, on a ces différents points de friction sur lesquels on va regarder quelques exemples et sur lesquels on va pouvoir lever justement les déperditions. Parce que, rappelez-vous, hein, entre les 100 cliqueurs ou les 100 visiteurs du départ, on n'a que 3 personnes au final qui valident leur achat. Il est important de vraiment augmenter ce taux-là en travaillant sur différents éléments comme la réassurance. Un premier élément, c'est qu'est-ce qui peut me faire fuir aujourd'hui d'un site internet sur n'importe quelle étape finalement du tunnel d'achat. C'est quels sont les moyens de paiement qui sont proposés. Bon, est-ce que bien évidemment il est sécurisé ou pas? Même si aujourd'hui toutes les solutions sont sécurisées, c'est important pour certains, je dirais certains segments d'audience de bien le préciser à nouveau. Toutes les personnes n'ont pas la même maturité d'acheter en ligne, donc il y a des gens qui font encore rassurer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire du 3 fois sans frais, etc. Les politiques de livraison de retour, on va voir un exemple tout à l'heure. Le fait de pouvoir contacter facilement l'entreprise. Est-ce que cette entreprise-là a pignon sur réseaux sociaux et non pas pignon sur rue? Est-ce qu'elle est accessible sur Facebook, Twitter? Est-ce qu'on peut lui parler si on a un problème demain sur une commande qui n'a pas été livrée en temps et en heure, etc. Éventuellement une page qui met en avant l'historique de l'entreprise, les différentes garanties proposées par l'entreprise. Est-ce qu'on a du satisfait ou remboursé? Est-ce qu'il y a vraiment des garanties là-dessus? Est-ce qu'il y existe une présence physique de ce site e-commerce? Est-ce qu'il a un magasin quelque part? Est-ce qu'il a des labels de confiance? Est-ce qu'il travaille avec des marques reconnues, etc. Donc, on va regarder comment on peut appliquer ces différents éléments de réassurance. On a un exemple ici qui s'appelle Couteau du Chef, qui est donc un site e-commerce spécialisé dans ce qu'on appelle la coutellerie, donc tous les couteaux. Comme vous pouvez voir les rubriques couteau par usage, couteau en acier, couteau japonais, ustensiles de cuisine, etc. Donc, c'est vraiment un site spécialisé avec une quantité de références assez impressionnante. Donc, c'est ce que j'appelle moi souvent dans le jargon un mini Amazon du couteau. Et je trouve qu'ils font très bien leur travail là-dessus. Donc, on voit effectivement le header que Brahim a montré tout à l'heure, avec le logo couteau du chef. Eux, ils ont introduit la notion de preuve sociale directement sous le logo. Ils partent du principe qu'en tant que marque couteau du chef, ils ne sont pas connus aussi bien que de gros sites marchands qui font partie du top 100 e-commerce. Donc, ils vont vraiment renforcer leur logo avec un tiers de confiance. Donc là, effectivement, on voit en dessous la notation globale, 9,3 sur 10, basée sur le nombre d'avis. 9,3 sur 10, c'est une excellente note. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cet exemple-là. C'est un de nos partenaires qui fait vraiment un travail formidable au niveau de sa satisfaction client. Quand on regarde sur la slide, donc on a effectivement sur la gauche la preuve sociale. Sur la droite, on a deux informations qui sont affichées directement. Le numéro de téléphone accessible, donc un 09 avec les horaires, très bien, et le panier d'achat qui indique le franco de port, la livraison gratuite. Donc ça, c'est important aussi. On veut tout de suite savoir en un clic, en un clin d'œil finalement, à partir de combien d'achats je peux être livré gratuitement. Aujourd'hui, le franco de port, la livraison offerte, c'est quelque chose d'assez puissant au niveau marketing pour les e-commerçants, donc il faut l'afficher le plus tôt possible. Et après, quand on regarde du côté du footer, sur la réassurance, on a les moyens de paiement, très bien, le classique trio CB, Mastercard, PayPal. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont ajouté également CIC, qui est tout simplement leur banque, en fait, qui leur offre la solution de paiement en ligne. Et aujourd'hui, tous les sites marchands travaillent avec des banques françaises. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, on peut utiliser l'image de marque d'une banque à notoriété pour rassurer ses clients. Donc là, en l'occurrence, il se peut que 15% des clients de Couteau du Chef aient un compte bancaire chez le CIC. Et bah, typiquement, le consommateur va se sentir beaucoup plus protégé en se disant, bah, je suis client CIC, j'achète sur un site qui a un moyen de paiement CIC. Entre guillemets, la tuyauterie est bien ficelée. Et donc, c'est un élément aujourd'hui que beaucoup de sites n'affichent pas. Ils vont afficher uniquement le trio qu'on a vu précédemment, sans afficher la banque avec laquelle ils travaillent. Donc, si vous avez un partenaire comme Société Générale, BNP ou autre, affichez-le systématiquement sur vos sites. C'est un élément de réassurance. Je pense que les sites marchands payent assez cher leurs frais de transaction auprès des banques pour se permettre d'afficher le logo de la banque avec lesquels, finalement, chez qui ils sont clients. Le deuxième point qui est intéressant, la livraison offerte qui est rappelée. Donc, livraison gratuite des 90 €. J'aime bien jouer sur cette terminologie-là parce que livraison gratuite chez le consommateur, on a l'impression qu'il n'y a aucun frais, que tout est offert, que tout est finalement gratuit. La Poste fait gratuitement la livraison, alors que ça reste quand même des frais importants à impacter chez le e-marchand. Donc, la terminologie livraison offerte est un peu plus, je dirais, permet plus de sensibiliser le consommateur à l'idée que c'est un cadeau qu'on fait au consommateur et non pas quelque chose qui est gratuit dans l'état d'esprit. L'autre point qui est intéressant, chez qui, au niveau international, je peux être livré. J'avais le cas de figure récemment où j'achetais sur une plateforme B2B, en fait, chez un imprimeur en ligne. J'avais besoin de faire imprimer des catalogues. Je devais faire une livraison sur la Suisse. J'ai fait tout le panier, j'ai créé mon compte, j'ai fait
tout le nécessaire. Et arrivé à la dernière étape, je me rends compte que ce site-là ne livre que sur la France. Donc, il n'y a pas plus frustrant côté consommateur que de se rendre compte finalement en bout de chaîne qu'on n'est pas sur le bon site. Donc, afficher immédiatement sur le site internet les pays qui sont concernés vous permet aussi de faciliter les ventes, je dirais, transfrontières, c'est-à-dire les pays sur lesquels vous allez pouvoir adresser votre marché. Et donc là, effectivement, on voit la Belgique, la Suisse et l'Union européenne. Donc ça, c'est important de pouvoir vraiment indiquer dès le départ sur quel pays on peut livrer et pas uniquement la France si on est sur l'international. Le nombre de références, très bien, 7000 références en ligne, un catalogue assez conséquent quand même pour un site marchand, je dirais, spécialisé. Satisfait ou remboursé 60 jours, c'est la fameuse garantie dont je vous ai parlé. Service client en France. Ça, c'est quelque chose aussi que je vais vous montrer sur le cas d'après, mais on joue de plus en plus sur le Made in France aujourd'hui au niveau marketing. Le fait d'avoir son service client qui est basé en France est une valeur ajoutée pour dire vous allez avoir un service client qui va être accessible, réactif, de qualité. Donc pareil, là, on situe carrément le centre d'appel qui est sûrement de lieu. Donc typiquement, c'est pour rassurer les consommateurs en leur disant ne vous inquiétez pas si vous avez un pépin, vous allez pouvoir être bien géré par notre service client. Le dernier point, effectivement, on le voit sur la droite avec la petite flèche sur le bloc des découpeurs. Donc là, on met en avant le côté éditorial du site. Alors là aussi, pareil, c'est une tendance qu'on remarque de plus en plus sur le e-commerce. C'est le fait de devenir une sorte de magazine en ligne qui vend des produits et non pas un site, un catalogue qui vend des produits uniquement. Donc on a le côté éditorial qui prend de plus en plus de place et avec des contenus riches comme du guide d'achat, du tutoriel, des interviews des créateurs, des interviews de marques, enfin des astuces, etc. au quotidien. Donc typiquement, cet aspect éditorial, si vous en avez un sur votre site internet, il est important de le mettre en avant. Ça permet de vous distinguer finalement de vos concurrents. Et puis tout en bas, on voit également les différentes marques avec lesquelles l'entreprise travaille, Sabatier, Victorinox, etc. Donc ça, c'est le premier cas qui est intéressant, sur lequel il y a pas mal de bonnes pratiques à reprendre. On revient sur Alltrix, que Brahim vous a présenté tout à l'heure, donc un des leaders français du vélo. Donc typiquement, ce qui est intéressant, c'est que en pré-header, c'est-à-dire tout au début du site, on voit le drapeau tricolore, donc ce que vous voyez en haut à gauche avec la flèche, qui indique donc que c'est un site made in France, une entreprise française avec la baseline spécialiste matériel vélo, running, outdoor, etc. Donc là, on a tout de suite un élément de réassurance sur le fait qu'on est sur un acteur français. Même s'il est leader à l'échelle européenne aujourd'hui, Alltrix, il est quand même made in France. Donc ça, c'est important de jouer là-dessus. Sur la droite, pareil, on a la livraison offerte indiquée dès 40 €. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. On sait tout de suite que le franco de port va être déclenché à partir de 40 € d'achat sur Alltrix. Très bien. Si on descend au niveau du footer, pareil, comme tout à l'heure, ce que vous a montré Brahim, on a ce premier élément de réassurance, donc 70 000 avis clients avec une note de 9 sur 10. Donc 70 000 avis clients, la preuve sociale aujourd'hui, elle est vraiment, il n'y a pas plus impactant que 70 000 clients qui vous mettent une note de 9 sur 10. Donc typiquement, là-dessus, on y va sereinement. Le deuxième point qu'ils affichent, la livraison, elle est offerte. Donc là, c'est un franco de port sur tous les, je dirais l'achat des 40 €. Donc c'est la petite condition en 4. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils affichent dès maintenant les frais de retour. Si vous avez un retour à faire, c'est à partir de 2 €. Ça évite quoi? Ça évite d'aller se plonger dans les CGV qui sont parfois illisibles, qui sont d'ailleurs tout le temps illisibles et qui vont vous faire perdre du temps, voire même casser, je dirais, le cheminement parcours client. Là, on affiche tout de suite les conditions. N'hésitez pas à ajouter en panier, rassurez-vous, on vous affiche finalement les différentes modalités sans que vous ayez à chercher dans des textes de loi qui sont parfois, je dirais, indigestes à lire. Donc, on a les informations tout de suite. Le service client de 9 h à 19 h avec un 01 30 48. Donc ça aussi, pareil, on joue sur la réassurance. Le paiement 3 ou 4 fois sans frais par carte bancaire et une garantie assez forte sur la livraison, donc la livraison en 24 heures. Très bien. Et si on descend sur le dernier niveau du footer, on a effectivement, donc encore une fois sur la gauche, si vous voyez ici, site 100% français. Donc pareil, on joue sur je dirais, le côté made in France de l'entreprise. Quand bien même c'est une entreprise internationale, c'est une entreprise fondée en France. Donc ça, c'est important de jouer là-dessus. Et effectivement, vous allez avoir également tout en bas à droite élu meilleur service client d'Europe. Donc, pareil, l'entreprise a eu un prix, elle le fait savoir, elle le montre directement dans le footer du site. Ça, ce sont les bonnes pratiques que tout site marchand aujourd'hui, à l'approche du Black Friday et des ventes de fin d'année, qui ont déjà commencé, peut mettre en place assez rapidement. Bien évidemment, il faut avoir la preuve sociale, avoir collecté de l'avis client, etc. Maintenant, on va pouvoir jouer sur d'autres aspects, sur d'autres tableaux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Sur d'autres aspects, sur d'autres tableaux. Je ne sais pas si vous voyez toujours les slides. Un petit problème technique. Donc, sur l'achat d'impulsion. L'achat d'impulsion, aujourd'hui, il est utilisé par, je dirais, pas mal de sites dans le domaine du tourisme. L'achat d'impulsion, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser différents critères
qui vont donc mettre en avant des éléments, je dirais, externes qui vont influencer la décision de l'acheteur. Donc là, on a un exemple assez courant, assez connu, qui est donc Booking.com, donc le site leader de la réservation d'hôtellerie en ligne, qui va mettre en avant pas mal d'éléments. Donc on peut le voir ici. On a donc à la fois des éléments du type forte demande, établissement réservé 31 fois au cours des dernières 24 heures, opportunité du jour à saisir, pardon. Forte demande, il ne reste plus que 7 hébergements sur notre site. On a également les avis clients avec la note globale, 7,2 avec une expérience bien sur 1478 expériences et le prix, avec la petite pastille sur la gauche sur le visuel best-seller. Donc là, effectivement, ce qui est intéressant et ce qui a fait finalement le succès des acteurs dans le tourisme comme Booking.com, c'est tous ces éléments-là qui vont influencer notre décision. Est-ce que je dois réserver tout de suite? Est-ce que j'ai le temps de patienter davantage? C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui va entre guillemets influencer le délai entre ma découverte de cette offre-là et ma réservation réelle. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans le e-tourisme. Et nous, ce qu'on recommande, ce qui fonctionne aussi bien dans le e-commerce, on a un acteur, un champion français d'ailleurs, qui le fait très bien, qui utilise cet élément-là, qui est donc Cdiscount, qui va réutiliser les mêmes codes finalement que les acteurs du tourisme, qui vont être la rareté, l'urgence, la preuve sociale et la recommandation produit. Donc si effectivement ici j'ai par exemple, on voit effectivement l'exemple ici avec Cdiscount. Donc, on a la référence Bosch du réfrigérateur. On a donc des avis clients qui sont affichés. Donc, si vous regardez un petit peu les flèches rouges qui sont sur la slide, on a celle-ci qui dit donc effectivement 14 avis clients, dont 4 ont la note maximale de 5 sur 5. Donc, en moyenne, ce réfrigérateur a 4 sur 5 sur les 14 avis collectés. Très bien. On a donc en dessous un élément d'urgence. Dépêchez-vous, plus que 17 articles disponibles. Déjà 5 commandes en cours. Donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on affiche finalement des informations liées à notre base de données de vente finalement. Donc toutes ces informations-là, n'importe quel site marchand peut se permettre de l'afficher et peut donc afficher par exemple les produits restants en stock avec un message d'appel. Donc là, on voit volontairement que la couleur a été mise sur du vert. On n'est pas sur un message en rouge qui peut être très mal perçu par le consommateur, mais plutôt sur du vert en disant on tient à vous informer que si vous voulez vraiment ce produit-là, il ne faut pas tarder car il y a déjà des commandes en cours et des gens qui consultent le produit. On a sur la droite la remise avec donc 499 € au lieu des 700 €, donc le 4 fois sans frais. Donc on a vraiment finalement les 4 points qui vont faire en sorte que le consommateur peut tout de suite se décider en ayant tous les éléments en main, sans avoir à chercher d'éléments extérieurs, sans avoir à hésiter ou à comparer. On a un prix remisé, on a un stock limité avec des gens qui ont déjà commandé, donc on a une preuve sociale qui est injectée. Et ça va vraiment pouvoir permettre d'augmenter le taux de conversion, notamment dans cette approche de vente de fin d'année où effectivement on ne veut pas louper le produit ou la référence en question de peur qu'elle soit, je dirais, en rupture de stock, etc. Donc vous allez pouvoir vraiment jouer là-dessus. Et ça, c'est des implémentations et des mises en place qui peuvent être techniquement faciles à faire puisque ce sont des informations que vous avez dans votre système e-commerce. Donc, il faut juste, alors il y a un petit peu de développement bien évidemment, mais ce sont juste des requêtes que vous allez pouvoir conditionner pour afficher ces messages-là si effectivement le produit concerné est pertinent. Merci Brahim, merci Michael, on se dit à bientôt. Merci à tous, bonne journée. Ouais, merci à tous.